Bonjour à nouveau pour ceux que j'ai déjà vus tout à l'heure et bonjour aux nouveaux venus pour cette nouvelle conférence ou plutôt ce point de situation sur les attentats perpétrés à la rédaction de Charlie Hebdo et des prises d'otages qui ont suivi. Donc nous serons pendant trois quarts d'heure avec un grand nombre d'intervenants de qualité. Je vais vous les présenter succinctement. Le professeur Pierre Carly, médecin-chef du SAMU de Paris. Le colonel Frédéric Monard, chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Le docteur Patrick Hergen, vice-président de la FNSPF, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Pierre-Emmanuel Rançon, directeur adjoint de la protection civile de Paris. Et Alain Rissetto, directeur adjoint de l'urgence à la Croix-Rouge française. Je n'ai oublié personne. Si, bien sûr, le plus important, il a tellement de responsabilités que je l'oublie, le professeur Safran, qui est un homme aux multiples casquettes, notamment conseiller de défense et de sécurité auprès du ministre de l'Intérieur pour les questions médicales et sanitaires, conseiller santé auprès du préfet de police, médecin-chef du groupe médical de soutien opérationnel de la BRI, brigade anti-commando de la préfecture de police. Voilà. Eh bien, merci d'être ici. Nous allons donc faire ce point de situation en commençant donc par l'exposé du professeur Carly qui va nous parler de la mise en place du dispositif SAMU sur l'événement et de la coordination avec les autres moyens de secours. Professeur Carly, c'est à vous. Merci. Vous voulez que je m'approche ici Bien, j'ai le micro, effectivement. On a un tout petit peu de temps de parole, quelques minutes. Vous avez 5-6 minutes. 5-6 minutes. Donc effectivement, c'est un retour qui maintenant date juste d'un mois, d'un événement qui nous a frappé assez violemment. Vous savez comment ça s'est passé, hein, puisque le matin du 7 janvier, les médecins du SAMU et de la Fédération des sapeurs-pompiers étaient en réunion ensemble, proche de l'événement. Et donc au moment où arrive l'alerte, finalement, il y a déjà des gens qui sont à proximité. Je pense que Patrick Hergen en dira un mot, puisque c'est comme ça qu'il a vécu cet événement de près. Donc ce qui s'est passé, c'est que cette alerte a été assez rapide. Et un des points qui est important pour nous, c'est qu'elle a été extrêmement circonstanciée. Étant donné qu'il y avait des médecins sur place, une alerte avec la notion d'attentat terroriste, c'est quelque chose qui peut très rapidement prendre énormément de volume, s'amplifier, voire s'emballer. Colonel, je pense que vous en direz un mot. Et là, nous avons eu, à ce moment-là, une alerte assez précise et avec un premier bilan qui va se révéler quasiment exact à l'unité près en termes d'intervention. Donc les moyens qui sont envoyés en termes médicaux sont des moyens qui sont dimensionnés. Et le point qui est important et qu'il faut comprendre, c'est que le mot terroriste ayant été prononcé quasiment tout de suite, d'entrée de jeu, on sait que des terroristes sont sans fuite et que ce qui va se passer dans les heures qui viennent risque d'être des événements multiples à divers endroits. Et un des points qui est important, et dans mon exposé j'en aurai deux, c'est premièrement qu'il y va y avoir très rapidement pour l'ensemble des SAMU, non pas une mobilisation de Paris, mais une mobilisation de tous les SAMU de la zone de défense qui vont être en alerte, en sachant que dans n'importe quel de ces départements de la région et de la zone de défense, il peut se produire quelque chose. Et qu'il n'est pas question que les moyens partent d'un endroit ou d'un autre. On doit assurer la couverture complète du territoire à ce moment-là. Je vous rappelle aussi qu'on est en hiver, qu'il y a une très forte activité clinique. Les hôpitaux à ce moment-là sont déjà des hôpitaux qui sont pleins, que les prises en charge médicales fonctionnent au maximum. Donc très rapidement, un dispositif se déploie au niveau de l'ensemble de la zone. Et cette anticipation, elle a été extrêmement importante pour les jours qui suivent, puisqu'aujourd'hui nous parlons du 7 janvier, mais cette affaire va nous amener jusqu'au 11, c'est-à-dire pendant 4 jours d'une activité extrêmement soutenue. Le deuxième point, c'est que l'alerte, non seulement elle a été précise, mais elle a été partagée et l'ensemble des informations, et ça sera vrai pour toute la semaine, vont circuler très rapidement entre les services. Donc le deuxième point que je voudrais soulever dans l'intervention, c'est que très rapidement, on sait qui fait quoi, on répartit les moyens et on peut s'organiser pour la prise en charge des victimes. Alors d'un point de vue médical, malheureusement, la situation, elle était, je dirais, presque relativement simple, puisqu'il y avait peu de blessés, mais des blessés franchement graves, qui nécessitaient une prise en charge rapide dans des hôpitaux spécialisés pour la traumatologie, et il n'y avait pas un afflux de victimes. Le sujet était donc de bien se coordonner
et de prendre en charge un deuxième type de victime qui s'est retrouvé extrêmement important sur place, qui est l'urgence médico-psychologique. Et autant nous avons eu peu de blessés graves, je dirais malheureusement, autant nous avons eu peu de blessés graves, parce que ceux qui ont été touchés étaient décédés très rapidement, autant l'urgence médico-psychologique a nécessité une organisation particulière. Et très vite, une des premières mesures qui a été prise, qui est la mesure classique dans le plan, c'est d'essayer de rassembler les impliqués dans un endroit où on peut leur parler. Et cet endroit va être un théâtre qui est juste en face. Et ce théâtre, au bout de quelques, je dirais, 1h30, quelques dizaines de minutes après l'événement, il va y avoir énormément de monde à l'intérieur, il va être peu adapté à la situation, malgré la présence des équipes d'urgence médico-psychologique, des 3 services, du SAMU, des secouristes, de la BSPP. On se rend compte que ça va être très difficile, d'autant plus que les familles des victimes aussi sont en train d'arriver sur place parce que les téléphones ne répondent pas, il y a beaucoup de monde. Et là, nous avons pris une décision opérationnelle qui est assez inhabituelle, qui était d'orienter ces gens vers un point fixe à l'hôpital. Et donc, nous avons, au bout d'1h30, décidé d'organiser leur transport vers un hôpital où il pouvait y avoir une prise en charge psychologique, des psychiatres et possibilité d'isoler les gens. Et on a décidé d'utiliser l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. C'est un hôpital qui garde une activité d'urgence ambulatoire, mais qui a surtout un gros service de psychiatrie et donc beaucoup de personnel sur place. Et donc, dès le début de l'après-midi, l'urgence médico-psychologique n'est pas restée sur place. Elle a laissé l'identité judiciaire et tous les services qui étaient là travailler, travail très important pour la suite. Et on a pu prendre en charge les patients au niveau hospitalier, organiser donc leur prise en charge dès le départ préhospitalière. Un numéro pour l'aide médicale psychologique a été aussi ouvert à ce moment-là. Il y a eu plus de 200 consultations dans les jours qui viennent, plus de 200 demandes de prise en charge. Donc vous voyez quelque chose de très important. Et une des caractéristiques donc pour nous particulières, c'est que ce type d'attentat provoque de nombreux décès, provoque peu de blessés mais très graves, que nous n'avons pas eu l'afflux de victimes légèrement atteintes, d'urgence relative, qu'il y a eu par exemple dans les attentats à la bombe que nous avions vécu il y a 20 ans, mais qu'en contrepartie, il y a eu une énorme influence pour l'urgence médico-psychologique qui elle aussi dépassait ce que nous avons vu dans les autres événements. Le point sur lequel j'aimerais terminer maintenant, puisque j'arrive au bout des quelques minutes que vous m'avez données, c'est qu'il y a eu une extraordinaire coopération de l'ensemble des services. J'ai vu beaucoup d'événements sur le terrain exceptionnels, mais celui-là a été marqué par non seulement un partage de l'information, mais un travail en commun qui a été extrêmement productif. Et donc les équipes médicales, les équipes de sécurité extrêmement présentes sur place, parce que le travail de police en cours était quand même loin d'être terminé. L'association entre le SAMU, la BSPP, la Croix-Rouge, les fédérations de protection civile qui étaient sur place et les différents ordres, tout ceci a été très rapidement quelque chose où nous avons vu la mayonnaise prendre et c'était très bon signe et nous avons vu que ce signe s'est concrétisé dans les jours qui suivent et je pense que c'est un des éléments majeurs qu'il faut retenir aujourd'hui sur ce premier jour d'attentat terroriste. Merci professeur, merci aussi pour ce focus sur les urgences médico-psychologiques. Je vous rappelle d'ailleurs qu'une conférence à ce sujet aura lieu dimanche après-midi. Vous avez parlé également de coopération interservices, ça va me permettre de faire la transition avec le colonel Monard, qui est donc chef d'état-major de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Mon colonel, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, pour rebondir sur les propos du professeur Carly, en effet, si on doit retenir une chose, c'est l'extraordinaire coordination, notamment des moyens de secours, les associatifs, le SAMU, la BSPP, tout ça, je dirais, pour le cas de Charlie Hebdo, coordonné par un directeur des secours médicaux pompiers de Paris, dans le cadre d'un plan rouge, qui a fait ses preuves, puisque le professeur Carly parlait des attentats de 95, eh bien, ce plan rouge, depuis des années, fonctionne et fonctionne bien. Et la coordination de tous les moyens, je dirais, sanitaires et avec tous les associatifs fonctionne de manière à traiter au plus vite et pour envoyer dans les hôpitaux les plus proches les victimes qu'on trouve sur ce type d'attentat. Pour dépasser le cadre purement de l'attentat Charlie Hebdo, je pense qu'il y a une certaine constante dans ce type d'attentat qu'on a vécu ces derniers temps.
c'est que le vecteur, je dirais, protection et sauvegarde des unités d'intervention est primordial. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, le risque, je dirais, n'était pas figé. Hein, comme l'a dit le professeur Carli, les terroristes étaient encore en cavale, hein, et ça à chaque type d'attentat que l'on a connu. De ce fait, il y a une nécessité, je dirais, de sécurisation qui est très bien fait par les forces de police de la préfecture de police. Et il y a aussi, je dirais, un engagement des équipes de secours en zone d'insécurité. Alors que ça soit pour Charlie Hebdo, parce que, je dirais, on aurait pu avoir une tierce personne, je dirais, postée à proximité de la zone d'attentat et qui aurait pu, je dirais, intervenir directement sur les services de secours. Je rappelle que les Israéliens, notamment, connaissent très bien ce type de phénomène, puisque le surattentat fait partie, je dirais, de leur doctrine, et systématiquement, je dirais, ils prennent en compte ce phénomène-là. Et puis, pour parler de l'autre attentat qui nous a occupés, à savoir l'hypercachère Porte de Vincennes, eh bien, là aussi, le terroriste retranché était armé, et donc il y avait un risque secondaire qui était le risque que les secours soient touchés, hein, par, je dirais, une réaction de l'individu, hein, qui aurait été, je dirais, dans ce cas-là, très dommageable à l'intervention des secours. Donc le principe, je dirais, de sauvegarde des personnels, d'intervention des secours sous la protection de la police et coordonné avec les unités de police et les unités de sapeurs-pompiers ou les vecteurs du SAMU sont primordiales. Et à cet égard, je dirais, la BSPP est particulièrement habituée puisque, bien sûr, elle est placée sous l'autorité du préfet de police et, je dirais, il y a un seul chef pour l'ensemble des forces de police et les forces de secours, c'est le préfet de police qui coordonne l'ensemble de l'action. Voilà en ce qui me concerne pour revenir sur ce type d'attentat. Merci beaucoup. Bien sûr, Paris est sujette aux attentats en tant que capitale, mais la France dans son ensemble est susceptible aussi de voir venir ce genre d'événement malheureux. Le docteur Erdjen, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, va donc nous parler aussi de l'organisation des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, mais civils, et de leur organisation sur ce genre d'événements hors capitale. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire là tout de suite toute l'organisation, ce serait fastidieux et ce n'est pas l'objet. Je vais juste essayer de vous donner en quelques minutes, comme ça a été fait, en essayant de poursuivre sur ces lancers, une ou deux réflexions. Pierre Carli a bien posé le tableau, il a été complété par la brigade. Il y a une petite histoire, mais surtout il y a quelques enseignements. La petite histoire, c'est ce hasard qui a fait qu'il y avait à côté de là, et c'est symbolique aussi, des médecins de SAMU, des médecins de sapeurs-pompiers à côté. C'est pas sur le fond, ça n'a absolument pas transformé les choses. Il y a un côté technique et il y a un côté peut-être un peu plus philosophique, pratiquement dans la philosophie des secours en tout cas. Le côté technique, effectivement, c'est quelque chose auquel on est peu habitué, c'est des blessures de guerre, on est en pratique civile habituellement, c'est très rare que sur le territoire français on soit confronté à ce type de lésions. C'est une inversion de la pyramide de la sévérité, ça a été dit, des victimes, hein, puisque habituellement on a plus de victimes légères, un peu moins de victimes graves et encore moins de décédés, donc on a une inversion de tout cela, et donc des conséquences techniques, mais ça a été dit, face à cet événement. La réflexion plus largement qu'on peut en faire, elle serait relative, je pense, à la résilience et à la manière dont on doit appréhender notre réponse face à ces situations. Le 7 janvier, les secours sont retrouvés confrontés à une situation qui est très inhabituelle chez nous. Et il me semble qu'effectivement, l'enjeu, il est pour nous de se préparer à quelque chose qu'on ne connaît pas, se préparer à l'inhabituel. Alors, c'est parler de la résilience, c'est parler de manière avec laquelle on doit gérer les crises. Mais effectivement, partout en France, les sapeurs-pompiers sont organisés sur un mode assez comparable à ce qui existe à Paris, avec une échelle géographique très différente. On n'a pas la même concentration de centres d'incendie et de secours, on n'a même pas la même concentration de sapeurs-pompiers, on n'a pas les mêmes concentrations de SMUR, mais ça ressemble parfaitement en dehors de ça. Ça nous oblige simplement à raisonner sur des échelles de temps différentes. Et quand à Paris, l'échelle de temps, elle est entre 5 et 10 minutes, ailleurs en France, elle est entre 10 minutes, 12 minutes, quel est le délai moyen d'intervention des sapeurs-pompiers, et on va faire
moyenne, mais enfin le président de la République, il a donné un objectif à 30 minutes pour la réponse de deuxième degré. Donc nous devons nous habituer non seulement à gérer le quotidien, on en a parlé il y a 2 heures, à gérer le flux, à gérer le risque courant, mais nous devons aussi nous habituer à gérer des risques exceptionnels qui sont à chaque fois nouveaux. Parce qu'avant le 11 septembre 2001, on ne se préparait pas à gérer tel risque. Ce type de risque est un peu nouveau, il n'est pas nouveau sur la planète, il est nouveau chez nous. Je n'en dirai pas plus, je vous invite, je vais vous donner le nom d'un auteur qui s'appelle René Amalberti, qui travaille sur les systèmes à risque, et je vous invite à lire ce qu'il écrit, et qui porte un regard sur notre façon de gérer les systèmes à risque. Et nous sommes gestionnaires de systèmes à risque, pas nous le risque, nous sommes chargés d'y répondre. Et notre façon de trouver l'équilibre en quelque chose de très procéduré pour répondre aux risques courants et quelque chose qui doit être tout à fait innovant pour répondre à des risques particuliers, c'est un peu avoir l'association entre des process très industriels, je citais le mot tout à l'heure pour notre risque courant, et puis une expertise un peu plus artisanale, mais là on a vraiment l'expert qui va reprendre le manche, parce que le pilote automatique, il est peut-être plus aussi adapté. Et je pense qu'on peut avoir cette réflexion-là, avoir un système efficient au quotidien et être capable de gérer ce qui n'est pas habituel et ce qui va nous surprendre, et à pas trop se laisser surprendre. Merci docteur. Vous le savez, sur ce type d'événement, sur des attentats, certes, les sapeurs-pompiers sont présents, le SAMU bien évidemment, mais aussi les associations agréées de sécurité civile. Elles étaient là aussi le 7 janvier. Je vais donc laisser la parole pour vous parler de cet aspect à Pierre-Emmanuel Rançon, qui est donc de la Fédération nationale de la protection civile, enfin Protection civile de Paris, pardon. Oui, bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Je vais commencer par vous parler d'un ressenti que j'ai eu. Moi, personnellement, j'étais pas présent à Charlie Hebdo, j'étais présent à l'événement de l'Hypercacher qui a eu lieu 2 jours après. Je pense qu'il ne faut pas généraliser ces événements avec d'autres événements. Malheureusement, la France est confrontée à de nombreux accidents. Il y a des accidents d'autocars, il y a des gros incendies partout sur le territoire qui font de très nombreuses victimes. Là, clairement, sur ces 2 accidents, on a vu, mais on l'a bien ressenti d'ailleurs avec les médias, on l'a ressenti pour toutes les personnes qui travaillent en entreprise. La France s'est figée, c'est-à-dire tout s'est arrêté. Il y a eu dans les bureaux, tout le monde racontait, plus personne n'envoyait de mail, plus personne téléphonait, tout le monde a été figé. Et ça, c'est un ressenti qui a été fort. Et on l'a eu aussi, ce ressenti, au niveau des services de secours. Alors moi, je parle de mon association, mais j'ai aussi eu le sentiment que c'était le cas de l'ensemble des services de secours. Effectivement, tout le monde s'est mobilisé. Il y a eu une mobilisation extrêmement forte parce que tout le monde a compris qu'il était en train de se passer quelque chose d'incroyable, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose dont on n'imaginait pas que ça puisse se produire. Pour ceux qui ont connu ça, moi, ça m'a rappelé l'attentat de Saint-Michel. L'attentat de Saint-Michel, le lendemain, donc c'était en 95, il y a longtemps, pendant les 3 jours qu'on suivit, plus personne, tout le monde se surveillait, tout le monde regardait la moindre personne avec un sac à dos dans le métro. Et là, voilà, c'est un peu ça, donc c'est quelque chose de particulier. Tout ça pour dire, je pense qu'il faut faire attention à ne pas généraliser ça à l'ensemble des événements de grande ampleur avec de nombreuses victimes. Là, c'est vraiment très particulier. Alors maintenant, je vais vous parler plus des associations. Une association, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué une association? Parce normalement, il y a toujours une structure dirigeante qui veille à ce que les gentils bénévoles soient présents. Mais les gentils bénévoles, comme le nom l'indique, ils sont bénévoles. Donc ils viennent quand ils peuvent venir. Les bénévoles, ils ont leur famille, ils ont leur emploi, ils ont les enfants à aller chercher à l'école, ils ont que sais-je. Quand il y a 5 bénévoles qui se déplacent en courant vers leur local, s'il y a un des 5 qui est conducteur de l'ambulance, si le conducteur d'ambulance ne vient pas, l'ambulance va avoir du mal à venir. Donc il y a un vrai problème de mobilisation. Alors je vous parle de ça d'ailleurs notamment parce que là on l'a vu, comme là tout le monde s'est arrêté, là fort heureusement on n'a pas eu ce problème. Il y a un autre cas d'ailleurs où ça se passe comme ça, c'est lorsque les événements ont lieu la nuit. Lorsque les événements ont lieu la nuit, globalement les gentils bénévoles ils sont chez eux, donc on arrive plus facilement à les mobiliser que lors d'un événement qui a lieu en pleine journée. Alors sur le travail des bénévoles, nous les associations agréées de sécurité civile, fort heureusement,
nous ne faisons pas n'importe quoi, nous avons des échanges et nous avons des conventions avec l'ensemble des opérateurs de secours publics. Et donc on est déclenché, que ce soit au niveau de la mairie de Paris, au niveau du centre de veille opérationnelle, au niveau de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du SAMU de Paris. Et après, nous intervenons. Globalement, sur ce genre d'intervention, effectivement, il y a assez peu de victimes, donc nous n'avons pas été amenés à traiter des victimes. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est occupé de l'accueil des impliqués avec la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU de Paris, qui a fait vraiment un super boulot. C'était dans les locaux d'une banque, c'était très bien fait. Moi, là, j'ai vraiment eu l'impression, mais je vais vous donner même un œil externe, je ne vais même pas vous parler en tant que secouriste, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une prise en charge qui était extrêmement bien faite des impliqués. Donc les impliqués, c'est les personnes qui étaient présentes et qui ont été ramenées après sur les lieux du centre d'accueil des impliqués. Et la deuxième chose qu'ont fait les équipes de bénévoles, comme on avait plein d'ambulances, parce qu'évidemment tout le monde est venu, hein, les Parisiens, les banlieusards, tout le monde est venu, on a utilisé mais c'est très bien, hein, Jérémy. On a utilisé les véhicules que l'on avait, on avait de nombreuses ambulances, on a utilisé les véhicules pour transporter les impliqués donc à l'hôtel-dieu, où il y avait la prise en charge des personnes qui étaient faites. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alain Rissetto, vous êtes directeur adjoint de l'urgence à la Croix-Rouge française et vous allez nous expliquer aussi un petit peu comment les associations se préparent à ce genre d'événement. Oui, bonjour à tous. La difficulté, vous l'avez bien compris, sur ces événements particuliers qui peuvent être multisites, avec des risques particuliers, c'est d'intégrer et de pouvoir engager des bénévoles qui vont s'intégrer dans un système de secours avec les professionnels de l'urgence. C'est tout le défi qui nous est posé. Il est donc indispensable que les associations de sécurité civile puissent se préparer à l'engagement de leurs moyens sur un dispositif de secours, parce qu'il est hors de question de faire ça de n'importe quelle manière. Nous avons, pour ce qui nous concerne, un plan spécifique qui repose à la fois sur des principes et sur des modalités opérationnelles. Quelques principes de base. D'abord, il appartient aux associations de sécurité civile, pour assurer la mission qui lui est demandée, de répondre à la demande initiale qui a été formulée par les secours publics, qu'il s'agisse des sapeurs-pompiers ou des SAMU. Et là, déjà, le défi est grand, puisqu'il faut engager des bénévoles sans préavis. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'effectivement, il y aura un événement qui nécessite des bénévoles. Engager des bénévoles peut être facile. L'autre difficulté pour nous, c'est d'assurer aussi l'encadrement de ces bénévoles sur ces dispositifs. Le deuxième principe qui pour nous en découle, c'est cette capacité d'anticipation. Vous l'avez bien compris, on fonctionne avec des bénévoles, on risque de nous demander des moyens conséquents et donc il va falloir que nous l'anticipions, sans pour autant, troisième principe de base, faire en sorte que nos effectifs ne viennent pas saturer sur le dispositif et que vraiment on corresponde à la demande. Ce qui nécessite pour une association agréée, et ça c'est aussi un des principes fondamentaux, c'est d'être autonome de manière à pouvoir garantir la qualité de la prestation qui nous est demandée. Et puis il faut aussi qu'on regarde sur la globalité de l'intervention, puisque sur ce type d'événement, ou même sur des accidents de grande ampleur comme Bretigny, non seulement on a besoin des associations sur le terrain, mais on peut aussi avoir besoin des associations sur d'autres secteurs. Voilà, donc tout ça fait que forcément il va falloir que nous nous préparions. Quelques modalités opérationnelles pour ce qui vous avez bien compris qu'il fallait organiser la réponse. Nous avons nous aussi donc basé la réponse sur un plan régional, puisque effectivement, pour pouvoir garantir les moyens, les 8 départements, en l'occurrence d'Île-de-France, sont concernés par l'activation d'un plan spécifique que nous appelons un plan Aramis, qui veut dire action régionale sur des accidents multisites et interventions spécifiques. Quelques principes opérationnels. Nous avons un responsable de l'association Croix-Rouge qui va donc être l'interlocuteur à la fois du commandant des opérations de secours et du directeur des secours médicaux. Deuxièmement, pour ce qui nous concerne, c'est la direction départementale concernée qui va assurer la direction des opérations Croix-Rouge, mais il va y avoir une coordination régionale au centre opérationnel national qui nous permet bien évidemment de pouvoir anticiper sur des demandes de moyens. On parlait sur les attentats, notamment sur le dispositif du dimanche. Nous avions 110 personnes engagées sur le dispositif aux côtés des secours publics et nous avions une capacité de renfort immédiat
immédiat de 250 personnes qui est aux portes de Paris. Voilà, tout ça pour dire qu'avec des bénévoles, vous l'avez compris, ça se prépare. Comment mieux se préparer que, travailler au quotidien aux côtés des secours publics, des sapeurs-pompiers et du SAMU. 2, que d'assurer de la formation de l'encadrement et en même temps de la formation de nos bénévoles. Voilà, tout ça pour dire que le défi, c'est de pouvoir engager des bénévoles. Une association de sécurité civile, peu importe si elle est avec des bénévoles ou pas, à partir du moment où elle veut assurer des missions, il faut qu'elle s'en donne les moyens. Merci beaucoup. Alors nous allons revenir maintenant au cœur de l'événement avec le professeur Safran, médecin-chef du groupe médical de soutien opérationnel de la BRI, Brigade Anticommando de la préfecture de police, entre autres, qui va nous parler du rôle particulier des médecins de police qui interviennent vraiment en première ligne et de la coordination avec les troupes médicales qui sont en zone plus sécurisée. Oui, bonjour, vous m'entendez très bien. Alors, je ne vais pas vous parler stricto sensu de la médicalisation des forces d'intervention, parce que d'abord, j'en ai pas le temps dans les minutes qui me sont imparties, et que d'autre part, dimanche à 14h, ici même, si le sujet vous intéresse, il y aura une conférence exclusivement dédiée justement à la médicalisation des forces d'intervention, et je vous invite donc dimanche. Simplement pour faire bref, vous savez que les forces d'intervention sont actuellement, pour certaines d'entre elles, médicalisées. Le RAID est médicalisé depuis plus de 15 ans déjà. Et la brigade de recherche et d'intervention, brigade anticommando, qui est une entité appartenant à la police judiciaire de la préfecture de police, est médicalisée maintenant depuis près de 5 ans. Ça veut dire que dans les colonnes d'assaut du RAID et de la BRI, mais également de certains groupes d'intervention de la police nationale dans les provinces, dans chacune des colonnes d'assaut, il y a un médecin qui va pouvoir porter secours immédiatement. Enfin, bon, son rôle exact, encore une fois, je n'ai pas le temps de le détailler, mais on en reparlera dimanche. Dans les événements qui se sont produits là récemment, il y a un certain nombre de particularités sur lesquelles je voudrais insister, et puis faire quelques critiques, voire autocritiques sur un peu ce qui s'est passé, parce que à chaque fois qu'il y a ce type d'événement, il faut le débriefer, il faut essayer de mettre en exergue ce que l'on peut améliorer, et c'est un peu sur ce point que j'insisterai pour terminer mon propos. Alors d'ailleurs, d'abord, première particularité, sur l'attentat de Charlie Hebdo, il n'y avait pas stricto sensu de force d'intervention. Les hostiles, comme on dit, avaient produit leurs méfaits et étaient partis. Il n'y avait pas de prise d'otage et il n'y avait plus de danger induit par ces hostiles, puisque justement, ils étaient partis. Et là, bien entendu, c'était le travail des secours, brigade de sapeurs-pompiers, SAMU, associatifs, etc. Néanmoins, la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, est venue sur place très rapidement, avec évidemment un médecin. Pourquoi ? Parce que les hostiles, les terroristes, venaient de partir de cet endroit, que des indices commençaient à être recueillis par la police pour prendre en chasse et essayer de retrouver ces gens-là qui, bien entendu, risquaient de commettre d'autres méfaits, c'est-à-dire ce qui s'est produit secondairement. Et c'est à ce titre que l'un des médecins de la BRI était sur place et a pu d'ailleurs participer non pas vraiment au secours, mais enfin s'est mis en relation avec les médecins de sapeurs-pompiers, les médecins de SAMU, pour essayer d'aider éventuellement, ne serait-ce que par un lien avec la police nationale. En revanche, c'est là que le travail des médecins des forces d'intervention a démarré. Ça a démarré de Charlie Hebdo et ça a continué pendant tous les événements. Car à partir du moment où il y a eu cet attentat à Charlie Hebdo, la BRI, tout comme le RAID, ont été sur le pont 24 heures sur 24 jusqu'à la fin des événements de la porte de Vincennes et même bien au-delà, puisque tout en participant à l'assaut de Vincennes, pendant ce temps-là, bien entendu, les terroristes potentiels qui pouvaient rester, les complices,
étaient activement recherchés et entre chacun de ces événements, la BRI et le RAID a continué à travailler sous forme de police judiciaire et avec des médecins pour faire des perquisitions, pour faire des recherches, pour aller pénétrer les différents domiciles attribués aux différents intervenants hostiles avec les démineurs pour aller faire des perquisitions, chercher des armes et des indices. Donc vous voyez, ce travail a duré pendant quasiment 9 jours et 9 nuits en permanence. Alors, autre particularité, si vous voulez, pour la première fois, on a activé ce qu'on appelle la FIPN. Alors, la FIPN, c'est la force d'intervention de la police nationale. La force d'intervention de la police nationale est activée dans certaines circonstances où on a besoin de regrouper et de faire travailler simultanément, et si possible dans l'harmonie, différentes forces d'intervention, en particulier le RAID, la BRI, Paris, le GIGN et les groupes d'intervention de la police nationale de province. Donc cette force d'intervention est une force virtuelle qui n'existe pas en ce moment, mais qui peut être activée d'un instant à l'autre pour faire travailler tous ensemble ces gens-là. Et cette FIPN devient alors une force sous la direction du chef du RAID et se met à la disposition du chef du RAID qui devient le commandant des opérations. Alors pour en revenir au problème médical, quand la FIPN est activée, encore une fois c'était la première fois, les médecins de la BRI et les médecins du RAID doivent travailler ensemble et dans la meilleure harmonie possible. Ça va demander, une certaine acclimatation, voire une certaine acculturation, parce que les missions du RAID et de la BRI ne sont pas exactement les mêmes. Les pratiques opérationnelles des médecins de l'une et l'autre force ne sont pas exactement les mêmes. Et lorsque l'on travaille en zone préfecture de police, qui est également la zone brigade de sapeurs-pompiers, avec des médecins de la préfecture de police qui sont habitués à travailler sur la plaque parisienne, avec la brigade de sapeurs-pompiers, parce qu'au passage, la BRI est médicalisée exclusivement par des médecins de la brigade de sapeurs-pompiers, ce qui permet un lien privilégié et une efficacité opérationnelle certaine. Il est évident que lorsque le RAID prend le commandement de ces opérations, naturellement, on pourrait considérer que le médecin-chef du RAID va aussi prendre le commandement des opérations médicales, ce qui, encore une fois, en zone PP et en zone brigade, n'est pas, en tout cas la première fois, extrêmement naturel. Voilà. Je vais juste me permettre de vous interrompre, parce que vous m'avez permis de le faire, pour vous dire, il vous reste une petite minute pour conclure. Combien ? Une minute, si c'est possible. C'est parfait. Voilà. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, il faut être critique pour pouvoir s'améliorer. Moi, il y a deux choses en tant que médecin de l'intérieur, c'est-à-dire véritablement au contact de l'événement. Le médecin est dans la colonne d'assaut. Il y a quand même 2 points sur lesquels je voudrais insister. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'incidents et d'effets secondaires. Néanmoins, ça aurait pu mal se passer parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment pris en compte le risque de surattentat. En particulier à Charlie Hebdo, quand on regarde les photos, on voit toute la tête de l'État. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, les ministres, le gouvernement, à proximité de Charlie Hebdo, appuyés sur des voitures inconnues, non sécurisées, qui pouvaient contenir des bombes, ça aurait pu être une catastrophe. Donc, premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion, à Vincennes, nous avons fait venir des secours en zone non sécurisée. Et nous en sommes tous responsables, et moi le premier. J'ai couru chercher un véhicule pour emporter un policier blessé, alors que les démineurs n'étaient pas passés dans le magasin cachère, et que ça pouvait exploser, et que nous étions à 3 mètres. Donc je pense que nous devons tirer tout l'enseignement de cela, et faire en sorte qu'on organise un PRV, un PMA à distance, qu'on emmène les blessés et surtout qu'on n'attire pas les services de secours en zone non sécurisée. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci professeur, merci surtout pour ces réflexions. J'ai vu le professeur Carli réagir justement. Je voulais savoir typiquement
voilà, quels enseignements on peut tirer de ces événements, principalement sur voilà, la préparation opérationnelle, l'adaptation éventuelle des plans de secours existants. Professeur Carly, peut-être que vous pouvez me répondre. Écoutez, il reste que quelques minutes, un commentaire très bref. Je suis parfaitement en accord avec ce qu'a dit le professeur Safran. D'abord, accord sur le principe de fond. Tous ces événements, on doit capitaliser nos expériences. Vous évoquiez tout à l'heure, colonel, les attentats d'il y a 20 ans. Heureusement qu'on a gardé la mémoire de ces attentats. Nous ne sommes pas repartis à zéro, on n'a pas réinventé l'eau tiède. Donc, on doit mettre dans notre mémoire collective. Il ne faut pas oublier que ceux qui auront à gérer les prochains événements n'auront probablement pas vécu ce que l'on a actuellement en cours. Et que lorsque vous regardez la pyramide des âges, eh bien, heureusement, notre pays est un pays relativement sûr. Ce n'est pas fréquent d'avoir des attentats terroristes. Il faut absolument qu'on capitalise ça. Deuxième point où je suis d'accord avec le professeur Safran, c'est que nous nous sommes adaptés assez rapidement sur un certain nombre de situations et que parmi ces situations, il y avait de la prise d'otages massive qui n'était pas le banditisme habituel. Celui qu'on connaît bien, la bijouterie qui tourne mal, pour simplifier. On sait finalement que les dégâts humains sont souvent des dégâts collatéraux ou des choses qui ont mal tourné. Là, la volonté de tuer, elle était évidente et on était dans un contexte différent. Donc, à l'évidence, une deuxième bombe, un tireur embusqué qui serait à côté, ça faisait partie des choses qui devaient être évoquées tout de suite et ça, nous n'en avions pas l'habitude. Et ce n'est pas quelque chose que nous avions pratiqué en dehors d'exercices. Et moi, je voudrais rappeler ici, donc un point pour conclure, c'est qu'il faut faire très attention notamment aux équipes de secouristes qui peuvent être immédiatement sur place. De garder la présence d'esprit, de se dire « je ne suis pas protégé par ma tenue blanche, orange, bleue, sable ou rouge ». Non. Dans ce genre de situation, ça ne protège pas. Peut-être même, ça nous désigne comme cible. Et la deuxième chose, c'est qu'en face, il y a des gens dangereux qui utilisent des armes qui ne sont pas celles qu'on connaît. Ce n'est pas le petit revolver, c'est des armes qui ont été créées pour tuer dans des circonstances de guerre et sur des personnes qui sont souvent déjà protégées. Et donc on est encore plus vulnérable au même titre que n'importe quelle personne, que n'importe quel civil qui est autour. Donc agir vite, c'est important, mais il faut agir avec précaution et surtout il faut s'intégrer au dispositif, pas être à côté. Une des leçons que nous tirerons avec le professeur Safran et ses homologues, c'est que très clairement, il y a des zones où il n'est pas question que l'on investisse des secours en dehors de gens protégés et entraînés pour le faire, que par contre la conjonction entre les dispositifs et les différentes zones est un critère d'efficacité et cette conjonction, elle va jusqu'à l'admission à l'hôpital, voire au bloc opératoire pour les victimes les plus graves qui vont nécessiter des interventions chirurgicales complexes mais à réaliser extrêmement rapidement. Colonel Mollard, un mot peut-être ? Oui, bon, je suis tout à fait d'accord avec les arguments qui viennent d'être avancés. Puis je voudrais faire juste une petite remarque là, notamment pour revenir à l'attentat de l'hypercachère Porte de Vincennes. On est clairement dans le sujet puisque les sapeurs-pompiers militaires de la BSPP ont été engagés avec des gilets pare-balles de la préfecture de police, de la direction opérationnelle des services techniques et de la logistique. Donc on avait intégré, je dirais, ce risque. Le directeur des secours médicaux de la BSPP avait intégré ce risque et ces équipes, à la fois d'ambulances de réanimation et de véhicules de secours à victimes, étaient protégées et étant militaires, comme vous le savez, ils sont un peu plus habitués, je dirais, à ce type d'engagement, hein, notamment par leur expérience qu'ils peuvent avoir pour certains lorsqu'ils sont en opération extérieure. Voilà. Merci. Je vais laisser à nouveau la parole au docteur Erdjen qui va nous justement faire préciser certaines choses sur la montée en puissance des secours et de l'organisation des secours. Oui, on évoque deux situations dans les quelques jours. Hein. La situation initiale où on était totalement démunis, enfin en tout cas absolument pas alertés naturellement. Et puis ensuite la situation de l'hypercachère où on était dans une opération qui a un petit peu plus duré dans le temps. Je voudrais simplement dire l'importance des premières actions, des actions des 30 premières minutes. On parle beaucoup de la Golden Hour, hein, l'heure avant laquelle il faut amener ces patients graves aux chirurgiens. C'est tout à fait vrai, ça a été particulièrement vrai là, et ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné parce que les premiers acteurs, les premières équipes de secours, les premières équipes de prompt secours de la brigade, la première ambulance de réanimation, la première UMH ont très rapidement eu les premiers réflexes adéquats. Et c'est cette première montée en puissance initiale sur ces opérations-là qui est décisive. Après, si vous arrivez après, vous aurez toujours quelqu'un qui va organiser ça de manière rationnelle. Mais ce sera trop tard.
Et donc cette première action, elle est celle de la culture de chacun, elle est celle de la culture des professionnels de secours qui ont été cités, elle est celle chez nous, et je répète, je sors de Paris aussi. Notre enjeu, c'est que ce soit la culture de tous les sapeurs-pompiers, y compris les 80% de sapeurs-pompiers qui sont volontaires, qui ne font pas ça tous les jours, ou en tout cas qui ne font pas ça à temps plein, même si parfois ils le font presque tous les jours. Et c'est cette culture de la première réaction qui fait partie de cette résilience. Tout à l'heure, on disait que d'autres nations, en particulier les Israéliens, ont parfaitement intégré le risque du surattentat dans leur réponse opérationnelle, mais c'est aussi un territoire sur lequel vous avez énormément de citoyens qui sont dans leur vie de tous les jours et tout de suite qui vont porter secours. C'est-à-dire que vous avez ce phénomène du secouriste ou du médecin ou du sapeur-pompier ou du policier qui est dans sa vie de tous les jours et qui très très vite va se mettre en posture opérationnelle. Donc c'est cette notion, je pense, de posture opérationnelle qu'on doit être capable d'improviser qui nous donne ces outils de la résilience, de l'efficience, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ces premiers instants. Et ça ne fonctionne que si chacun, de tous les niveaux, pas que les patrons, mais aussi tous les hommes et les femmes qui constituent ces services, chacun dispose de cette culture opérationnelle et de cette habitude de pouvoir passer instantanément du quotidien à la situation d'exception. Merci beaucoup. Écoutez, nous arrivons à la fin de cette session. Nous retiendrons bien évidemment principalement cette coordination et cette coopération, surtout interservices, qui est parfaitement illustrée ici autour de cette table. Non, encore un point de conclusion. Notre président d'honneur, bien sûr, le général Henri Julien, qui veut prendre la parole. On lui laisse avec plaisir. Oui, juste un petit témoignage d'anciens, voilà. Les fusillades, elles peuvent se continuer jusqu'à l'hôpital. Et il y a un témoin ici, il n'y a pas que moi, il y a le docteur Marx, il n'est pas loin. À Bucarest, ça fusillait dans la rue. On a ramassé les gens, on les a amenés à l'hôpital. Et ça continuait. Et là, les Français ont été surpris. Et on a eu certains camarades du SAMU 75 qui se sont couchés par terre dans les couloirs, parce que ça a continué à fusiller dans l'hôpital. C'est-à-dire que, oui, il peut y avoir une extension de l'insécurisation locale. Et donc, ce problème de la sécurité des gens qui interviennent, bien, c'est un problème réel. Et que c'est pour ça que je voulais amener mon petit témoignage. Voilà. Merci beaucoup, il était le bienvenu. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle que pour les personnes qui sont intéressées par cette thématique attentat, le docteur Jacques Asquette reviendra sur les événements du métro Saint-Michel dimanche midi en tant que grand témoin. N'hésitez pas à venir assister à sa conférence. Merci pour tout, au revoir.